Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, on va essayer dans les minutes qui viennent de voir ce qu'il est raisonnable de faire avec nos antiplaquettaires dans les différentes situations, en essayant de se faire une idée de ce qui est le traitement optimal au jour d'aujourd'hui, qui est peut-être pas celui d'hier ni celui de demain. Alors, première situation, la situation du patient coronarien stable. Et c'est une situation extrêmement stable aussi pour les recommandations pour les traitements antiplaquettaires, puisque nous n'avons pas d'études avec les nouveaux P2Y12 dans cette situation. Donc, il n'y a pas de place pour le ticagrelor, pour le prasugrel, a priori, dans cette situation-là, même si la porte a été entrouverte sans données scientifiques pour les utiliser dans les cas très particuliers. Donc, la règle, c'est aspirine et clopidogrel. Et pour une angioplastie avec un stent posé, c'est 6 mois de traitement. Classe 1, niveau d'évidence A. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir. Alors après, on peut discuter les autres situations. Par exemple, lorsque vous faites une angioplastie avec un ballon coté, on a à peu près tout vu dans les traitements qu'on donnait à ces patients-là. Les recommandations disent 6 mois du même traitement. Donc vous voyez, c'est comme pour un stent. On s'aligne sur le traitement antiplaquettaire post-stent. Et puis, pour les stents biorésorbables, on a eu beaucoup de discussions dans ces recommandations pour savoir quelle était la bonne durée du traitement antiplaquettaire double pour des stents biorésorbables. Alors, vous savez qu'on n'a plus la possibilité de les mettre à l'heure actuelle, mais on n'était pas d'accord. Et donc, certains pensaient qu'il fallait afficher une durée précise qui pouvait être 2 ans pour certains, 3 ans même pour d'autres. Et puis d'autres disaient tout ce qu'on sait, c'est plus de 12 mois. Donc en fait, il y a cette recommandation un peu molle qui vous dit qu'il faut faire au moins 12 mois. Mais quand on dit au moins 12 mois, c'est qu'on pense beaucoup à 2 ans, voire plus. Alors, parce qu'on n'a pas de données dans cette situation de coronarien stable avec les nouveaux P2Y12, eh bien, on fait cette étude, Alpheus, j'en profite pour vous la présenter, avec Johan Sylvain et une quarantaine de centres. On recrute environ 2000 patients avec une troponine négative. L'idée étant que si on donne du ticagrelor, a priori plus efficace, plus rapidement efficace, surtout si on mâche le ticagrelor, comme vous savez, par rapport au clopidogrel qui a un effet différé, on va pouvoir réduire les infarctus périprocéduraux qui ont un impact pronostique, comme vous le savez, sur les événements cliniques dures, y compris sur la mortalité. Donc ce n'est pas une étude de mortalité, c'est une étude sur l'infarctus périprocédure. Et donc on aura peut-être là la première étude pour vous dire qu'en effet, il y a une place pour ce type de médicament au cours d'une angioplastie d'un patient stable. Alors après, la durée du traitement antiplaquettaire double, elle est discutée. On a vu des études qui disaient 6 mois c'est trop long et on essaye de faire moins. Et vous avez là une méta-analyse qui a regardé l'ensemble de ces études qui ont fait moins de 6 mois après un stent actif. Certaines ont fait 3 mois d'ailleurs. Et globalement, vous voyez à gauche que sur la prévention de l'infarctus du myocarde, ça fait aussi bien qu'un traitement long, et que, bien évidemment, quand on raccourcit la durée, on a moins d'hémorragie majeure. Donc on peut entendre l'idée que 6 mois, c'est la recommandation, mais que dans la vie de tous les jours, on pourrait envisager de faire des traitements plus courts. En général, c'est 3 mois. Alors pourquoi 3 mois? Parce qu'en fait, on a des études qui ont fait moins de 3 mois. Et vous pourriez être jusque-boutiste et dire, eh bien écoutez, avec Zeus et avec Leaders-Free, on a 2 études qui ont fait 1 mois de traitement antiplaquettaire double, où la randomisation n'était pas sur le traitement antiplaquettaire, mais bien sur le type de stent. Et lorsqu'on utilise un stent actif, en tout cas, on fait mieux avec 1 mois de traitement que lorsqu'on fait la même durée de traitement avec un stent nu. Donc, ce n'est pas une hérésie chez un patient en particulier à haut risque hémorragique de se dire, je vais encore réduire plus le traitement antiplaquettaire double dans sa durée et passer de 6 mois à 1 mois parce que le risque hémorragique est élevé. Alors, est-ce que c'est la fin du raccourcissement de la période antiplaquettaire? Probablement pas. Vous savez qu'il y a des stents de nouvelle génération qui ont des particularités d'endothélialisation plus rapides. Vous avez ici un exemple avec le Cobra qui permettent d'envisager 15 jours de traitement antiplaquettaire parce qu'au-delà, eh bien, les struts, les mailles du stent ne sont plus apparentes et que donc on pourrait même envisager 15 jours de traitement. Et donc il y a des études qui se mettent en place pour des traitements antiplaquettaires doubles de 15 jours. Donc vous voyez, entre 15 jours et 6 mois,
il y a de la place pour vos choix chez les patients stables. Alors, chez les patients avec syndrome coronaire aigu, l'histoire est un peu différente puisque les recommandations sont fermes là-dessus, sont fermes avec, j'attire votre attention, un niveau d'évidence B, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une étude randomisée, certes une très belle étude, dans un cas plateau, dans l'autre cas triton, pour dire le traitement de première intention, dans le syndrome coronaire aigu, ça n'est plus le clopidogrel, mais c'est un des nouveaux pédigrel 12, ticagrelor ou prasugrel, avec un libellé que je ne vais pas vous lire, mais qui correspond à la manière dont ont été faites ces études, l'une et l'autre, le prasugrel étant une étude d'angioplastie et de stent, alors que le ticagrelor étant réellement une étude de syndrome coronaire aigu, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'ailleurs de coronographie et d'angioplastie effectuée. Le traitement dans sa durée est de 12 mois, c'est le dogme que l'on connaît depuis très longtemps, dogme qui n'a jamais vraiment été évalué. Hein. Je vous rappelle que ce dogme vient de 2001 avec l'étude CURE, qui avait une durée moyenne de traitement de 9 mois et non pas de 12 mois. Mais les choses ont été dites à ce moment-là, puis les études se sont alignées sur 12 mois de traitement, et depuis, on a cette règle qu'on applique qui vaut ce qu'elle vaut, parce que si vous me demandez où est l'étude qui a comparé, par exemple, 6 mois à 12 mois de traitement, je suis bien incapable de vous la montrer, elle n'existe pas. Donc vous voyez qu'une étude simple à faire, je vous lance la balle, si vous voulez faire une belle étude qui rendrait service à la communauté, faites 6 mois contre 12 mois dans le syndrome coronaire aigu, nous n'avons pas cette étude. Alors, les recommandations ont conscience de ce trou dans la connaissance et donc ouvrent la porte pour dire que si on veut raccourcir le traitement dans sa durée, traitement double, eh bien on peut le faire et qu'on peut imaginer 6 mois de traitement lorsqu'on a un haut risque hémorragique. C'est ce que vous voyez dans la dernière ligne de ces recommandations et avec une parenthèse qui est sur le score Precise DAPT, qui est le score d'évaluation du risque hémorragique. Donc la porte est ouverte, mais l'étude n'existe pas pour soutenir cette affirmation. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut en effet se dire oui, c'est une stratégie envisageable? Alors, première chose que j'aimerais rappeler, dans la grande étude Plateau qui a montré que le ticagrelor était le médicament du syndrome coronaire aigu, quelle que soit la stratégie, eh bien, on avait ce paradoxe qui est quand même qu'on a identifié, en particulier par des études post-hoc, que les patients qui avaient un angle instable à troponine négative n'avaient aucun bénéfice du ticagrelor par rapport au clopidogrel. Alors, vous allez me dire, est-ce que ce sont de vrais syndromes coronaires aigus? En tout cas, ils ont été étiquetés comme tels lorsqu'ils sont rentrés dans l'étude Plateau, et vous voyez en fait que le bénéfice, il n'apparaît que pour des seuils relativement élevés de troponine. Et en effet, ces syndromes coronaires aigus-là, on a un vrai effet positif du ticagrelor contre le clopidogrel. Donc vous pourriez vous dire, en effet, sur les syndromes coronaires aigus les moins à risque ischémique, peut-être que 6 mois, c'est suffisant et que même si on a un haut risque hémorragique associé, le clopidogrel, c'est suffisant. Donc, notion à avoir en tête. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'on a des données pour se dire il y a en effet des études qui, quelque part, ont regardé 6 mois de traitement antiplaquettaire double dans le syndrome coronaire aigu. Alors, on n'a pas exactement cela, mais dans les études qui ont évalué les durées d'antiplaquettaire, donc 6 mois par exemple contre 1 an, eh bien, il y a certaines études où une majorité de patients étaient des syndromes coronaires aigus. Donc, on peut essayer de regarder ces études et s'aider pour se dire est-ce que 6 mois c'est raisonnable ou pas. Et bien, vous avez ici les études en question, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 3, Prodigy, Reset, Excellence, et si vous regardez Short DAPT, SDAPT, qui est traitement court versus long, vous voyez que sur les thromboses de stent, il n'y a pas de différence, sur les événements ischémiques, les MACE, il n'y a pas de différence, et que par contre vous trouvez la différence sur les hémorragies. Donc on a quelques données indirectes qui laissent penser qu'en effet 6 mois est acceptable pour un traitement antiplaquettaire double chez un patient avec un syndrome coronaire aigu pour lequel vous êtes un peu inquiet par le risque hémorragique et donc on ne peut pas vous en vouloir d'arrêter un traitement antiplaquettaire double et passer à un traitement antiplaquettaire simple à 6 mois si vous jugez bon pour le patient compte tenu de son profil de risque global, ischémique et hémorragique. Il y a des données, elles valent ce qu'elles valent. On n'a pas la grande étude qu'on voudrait avoir, mais avec cela, on a une ouverture dans les recommandations les plus récentes pour dire en effet 6 mois c'est possible. Alors, lorsqu'on a dit cela, on voit que la tentation, c'est bien évidemment d'aller vers cette
désescalade des traitements antiplaquettaires avec le temps qui passe. Parce que autant on a envie de taper fort en phase aiguë avec les médicaments les plus actifs, les plus rapidement actifs, et les utiliser pour contrôler la phase aiguë, la phase où les récidives ischémiques sont importantes, la phase où on va mettre les stents, et puis quand le temps passe et que les semaines passent, on se dit peut-être que pour la prévention secondaire, on n'a pas besoin de ces médicaments extrêmement puissants, ou en tout cas pas de la même manière. Alors on a un ensemble d'études qui suggèrent que l'hypothèse est peut-être en train de se vérifier. La première étude que je voudrais vous montrer, c'est une étude japonaise avec le prasugrel, qui est l'étude PRASFIT, qui a été menée dans des syndromes coronaires aigus exclusifs au Japon, et où les Japonais ont décidé de diviser la dose de prasugrel par 3, à la fois dans la dose de charge et à la fois dans la dose d'entretien. Et vous voyez que comparé au clopidogrel, le prasugrel est toujours plus efficace en termes d'inhibition plaquettaire, y compris avec 3,75 mg en dose d'entretien. La question suivante, bien évidemment, c'est est-ce que c'est efficace au plan clinique? Et vous avez là les résultats comparés à Triton de PRASFIT, et vous voyez que les courbes sont quand même extrêmement ressemblantes, que sur le même critère de jugement, vous avez la même efficacité d'une dose qui est un tiers plus faible, certes pas dans une population mondiale, dans une population japonaise, et qu'en jaune, vous avez ce qui se passe sur les hémorragies, excès d'hémorragie avec la dose que nous utilisons ici de prasugrel, alors qu'au Japon, avec la dose réduite, vous n'avez plus d'excès d'hémorragie. Donc cette notion qu'on pourrait utiliser les mêmes médicaments à des doses inférieures est née, est validée au Japon, et même plus que ça, les autorités japonaises ont validé cela comme dose de prasugrel au Japon. Les Japonais jamais n'utiliseront les doses que nous utilisons. Alors vous allez me dire, un Japonais, ce n'est pas un Français. Enfin bon, je ne sais pas si on est à ce point différent. La deuxième étude que je voudrais vous montrer, c'est l'étude antarctique, où on a utilisé aussi le prasugrel à une dose réduite, donc une dose pas très loin de la dose japonaise, qui est la dose de 5 mg, qui est une étude qui a été faite par Guillaume Kella et le groupe Action. Et donc dans cette étude, on a utilisé 5 mg à gauche chez tout le monde, mais c'était des patients âgés avec un syndrome coronaire aigu. Et de l'autre côté, on a utilisé 5 mg, mais on s'est dit on va quand même mesurer ce qu'on fait avec le 5 mg, et s'ils sont avec une hyperréactivité plaquettaire à 5 mg, on va les passer à 10, et s'ils ont trop d'efficacité, on reviendra au clopidogrel. Résultat des courses, on a surtout dégradé les patients vers du clopidogrel. Et vous voyez que 40% des patients sont passés de prasugrel 5, pas 10, à clopidogrel. On a eu très peu de mouvements inverses vers le 10 mg. Et dans cette étude, qui est aussi une étude de désescalade, mais guidée par le test de fonction plaquettaire, on n'a vu aucune différence sur les événements ischémiques ou hémorragiques. On a quand même l'impression que lorsqu'on utilise 5 mg ou, on va dire, 50% de 5 mg et 50% de clopidogrel, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les événements à 1 an. Donc vous voyez que non seulement on n'utilise pas le 10 mg habituel, et que même le 5 mg, quand on le dégrade chez la moitié des malades vers le clopidogrel, on garde des événements à peu près au même niveau pour ces patients. Donc, autre étude de désescalade. Troisième étude de désescalade, l'étude topique que vous connaissez, faite aussi par une équipe française, Thomas Cuisset à Marseille, où l'idée a été, sans monitoring d'aucune forme, se dire qu'à 1 mois, une fois qu'on a passé la phase aiguë ou subaiguë, on allait changer d'antiplaquettaire et on allait échanger l'antiplaquettaire nouveau, qui est plus si nouveau que ça, ticagrelor, prasugrel, vers le clopidogrel, l'ancien, et se dire qu'on aurait un meilleur profil en termes de bénéfices cliniques nets. Alors, est-ce que c'est vérifié? La réponse est oui. Vous voyez que cette stratégie systématique chez les patients est gagnante avec la courbe en rouge par rapport à un traitement antiplaquettaire qui continue comme on l'a initié et avec, en fait, le suivi des recommandations. Si vous appliquez les recommandations, vous êtes sur la courbe bleue. Si vous dites « je dégrade à 1 mois », ce n'est pas 6 mois, et bien vous êtes sur la courbe rouge. Alors, comment on en arrive là? Vous avez la réponse en bas. Et à droite, vous voyez que ce sont les hémorragies qui sont réduites et que sur les événements ischémiques, on n'a pas de signal défavorable avec cette stratégie. Donc c'est une étude qui est somme toute limitée parce qu'elle fait 500 patients et qu'elle est beaucoup critiquée à cause de cela, mais c'est une étude de supériorité qui est supérieure avec un test de statistique qui est significatif. Donc la question puissance est moins applicable à ce type d'étude qu'à une étude qui serait neutre. Et je pense qu'elle est à prendre en considération et à répéter. Alors, je vous donne un autre exemple d'une étude de 500 patients qui, quand elle est sortie, a fait l'objet des mêmes critiques et on sait où on en est aujourd'hui. Eh bien, c'était l'étude VEUST,
qui, pour la première fois, est mis en avant le concept de traitement antiplaquettaire simple avec un traitement anticoagulant simple plutôt qu'un traitement triple dans l'AFA du coronarien. On sait que Veus, très critiqué au départ, a été finalement confirmé par Pioneer, par Idual, et on attend Augustus. Donc Topic devrait suivre le même raisonnement. Autre exemple de désescalade, quatrième exemple, on n'a pas les résultats encore, mais on les aura, je pense, l'année prochaine, c'est l'étude Global Leaders. Et là, la désescalade se fait dans l'autre sens avec l'autre médicament, c'est-à-dire que le bras de gauche, vous voyez, est un bras aspirine ticagrelor, et rapidement, à 1 mois, comme dans Topic, on dégrade, mais ce coup-ci, on garde le ticagrelor en monothérapie et on enlève l'aspirine. Mais le raisonnement est le même. Et de se dire qu'en faisant cela, on fera mieux qu'avec un traitement antiplaquettaire double prolongé. Attendons Global Leaders pour voir si les choses se confirment. Donc on a d'un côté l'idée qu'il faut taper fort en phase aiguë et dégrader, désescalader pour réduire le risque hémorragique ensuite. Et puis de l'autre côté, on a d'autres études qui nous montrent qu'on peut faire aussi des préventions renforcées, plus longues, pour réduire les événements ischémiques. Et c'est là toute la difficulté du métier de cardiologue. Alors, je vais vous donner 3 exemples de prévention renforcée pour vous dire qu'au-delà d'1 an, on a des études qui vont toutes dans le même sens pour nous dire qu'en effet, on a une meilleure prévention ischémique avec un traitement antiplaquettaire double ici dans l'étude DAPT. Ces patients étaient stentés et recevaient non pas 1 an, mais 30 mois de traitement antiplaquettaire double avec clopidogrel et aspirine ou prasugrel et aspirine, et qu'il y avait une supériorité sur les 2 critères primaires de jugement de cette étude, dont les thromboses de stent. Donc cette étude est doublement positive pour dire qu'un traitement quasiment jusqu'à 3 ans fait mieux qu'un traitement d'1 an. Malheureusement, bien évidemment, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est le surrisque hémorragique qui est évident dans cette étude. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble de la littérature avec toutes ces études, dont l'étude DAPT, méta-analysée ici pour les recommandations nord-américaines, eh bien, et vous avez dans cette liste 3 études françaises, je me permets de le souligner, vous avez 25% de réduction des infarctus du myocarde. Donc oui, ça marche de renforcer la prévention secondaire au long terme avec un traitement antiplaquettaire double, mais oui, il y a un surrisque à payer, qui est le surrisque hémorragique, et donc vous allez sélectionner vos patients. Deuxième exemple que je voudrais faire, c'est que vous pouvez quasiment appliquer le raisonnement à tous les traitements antiplaquettaires doubles. Vous avez ici à gauche Carisma avec aspirine clopidogrel, ça marchait. Malheureusement, c'était un sous-groupe d'études, ça ne pouvait pas faire l'objet d'une indication auprès des autorités de santé. Vous avez l'étude DAPT au milieu que je vous ai montré. À droite, vous avez l'étude Pegasus dont on parlera un peu plus tard cet après-midi. Et puis vous avez Trilogie qui montre un peu la même chose chez les patients âgés ou traités médicalement. Et vous avez même l'étude TRA2P avec un autre antiplaquettaire qu'on n'a pas à disposition, mais qui montrait la même chose. Donc toutes les études suggèrent qu'en effet, quand vous prolongez le traitement antiplaquettaire double, vous aurez un effet antischémique supérieur avec à chaque fois un surrisque hémorragique. Alors quand est-ce que vous allez faire ça? Eh bien je pense qu'il faut y penser chez les patients qui ont des syndromes coronaires aigus récidivants sous un traitement bien conduit et avec un risque hémorragique relativement limité. C'est probablement les bons candidats pour cette prolongation à long terme. Alors, troisième exemple, l'étude Compass, et là c'est plus un traitement antiplaquettaire double, mais il va falloir se faire à l'idée que la prévention secondaire au long cours, ici avec 3 ans de suivi, peut se faire avec de l'aspirine et une petite dose d'anticoagulant, le rivaroxaban 2,5 mg, réduction du même critère de jugement, décès, infarctus, accident vasculaire cérébral, et donc ce sera une alternative supplémentaire. Alors vous allez me dire, ça devient très compliqué vos histoires là, je ne sais plus ce qu'il faut utiliser, le clopidogrel, le prasugrel, le ticagrelor, le rivaroxaban. Eh bien écoutez, vous pouvez probablement utiliser tous ces médicaments en prévention secondaire au-delà d'1 an, pas encore le rivaroxaban parce que vous ne l'avez pas, mais vous l'aurez dans cette indication. Et oui, c'est un peu plus compliqué qu'un seul médicament et une seule recette, mais en tant que médecin, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir plus de choix et plus d'options que moins de choix et moins d'options pour traiter les patients. Alors, les recommandations qui sont arrivées avant qu'on passe, et vous avez ici les recommandations européennes, disent, en effet, il faut se faire à l'idée que pour certains patients, la prévention devrait, c'est marqué ici, se prolonger au-delà d'1 an avec un traitement antiplaquettaire double, aspirine ou ticagrelor selon Pegasus, aspirine ou prasugrel ou aspirine et clopidogrel selon DAPT en particulier, et qu'il faut sélectionner les patients, et la sélection des patients se fait en particulier sur leur risque hémorragique qui doit être faible,
Et je vous rappelle comment on définit un risque hémorragique. Vous n'avez pas besoin d'aller sur les sites web calculer le Precise DAPT. Ça prend un peu de temps. Vous posez 3 questions aux patients. Quel âge avez-vous? Premier renseignement. Est-ce que vous avez déjà saigné? Vous n'avez même pas besoin de demander où, que ce soit n'importe où, dans le tube digestif, une hématurie dans la tête. Ce patient est à haut risque hémorragique et il va ressaigner. Le hazard ratio est à 5. Il a 5 fois plus de chances de saigner qu'un patient qui n'a pas d'histoire d'hémorragie dans ses antécédents. Dernière question, quelle est votre clairance de la créatinine? C'est plutôt à vous qu'il faut poser la question. Regardez la biologie. La créatinine seule, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dans la clairance, vous avez 2 autres marqueurs importants du risque hémorragique, qui est le sexe et le poids. Quand vous avez répondu à ces 3 questions, vous avez une très bonne évaluation du risque hémorragique. Alors, si vous êtes un fan des scores, eh bien, vous pouvez aller calculer les scores. Il y a maintenant sur vos smartphones, moi j'ai ça, hein, des listes de scores, mais c'est effarant. On a à disposition des cinquantaines de scores. Donc ça fait des beaux papiers, tout le monde en parle, personne ne les utilise. Écoutez, moi je pense que quand on pose les bonnes questions, on fait aussi bien qu'avec les scores. Alors les conclusions vont être simples. Le traitement antiplaquettaire double après stenting sur les stents qu'on a à disposition, à la fois pour les patients stables et à la fois pour les patients instables, c'est une option absolument indispensable et valide, et qu'on peut définir le cours. Ça sera autour de 6 mois à 1 an pour le syndrome coronaire aigu et autour de 3 à 6 mois pour le patient stable. Et je vous ai montré qu'on pouvait même envisager de réduire plus avant ces durées lorsqu'on a une bonne raison de le faire. On peut sans doute réduire le traitement antiplaquettaire double à 1 mois lorsque c'est nécessaire. Les stratégies de désescalade des traitements antiplaquettaires sont en route. Vous avez vu plusieurs études qui suggèrent qu'en effet, ça pourrait marcher. Et je pense qu'intuitivement, c'est quelque chose d'assez satisfaisant pour les docteurs qui ont à prendre en charge parfois des patients un peu compliqués. La prévention secondaire du patient à très haut risque ischémique est en train d'être bouleversée. On a vécu 30 ou 40 ans avec la simple idée que cette prévention secondaire reposait sur l'aspirine seule. Quand on n'était pas content, on faisait clopidogrel seul. Ce temps-là est révolu. Chez les patients à haut risque ischémique, ça sera les deux, ou ce sera le ticagrelor avec l'aspirine, ou ce sera le rivaroxaban avec l'aspirine, mais on vous demandera d'être un petit peu plus agressif en termes de prévention anti-ischémique avec les données qui s'accumulent. Je vous remercie.